Bon, alors tout d'abord, je me suis demandé ce que qu'était le grand témoin. On utilise beaucoup cette expression actuellement. On pourrait simplement être une caution et vous dire bonsoir. Ou alors on est chargé de faire la synthèse de la journée. Donc j'ai compris que c'était ma tâche et c'est assez pénible. Alors comme nous avons un peu d'avance, je ne vais pas essayer de ne pas en abuser, c'est-à-dire de trop parler, trop bavarder. J'ai remarqué que c'était une journée magnifique qui était quand même très spécialisée. Et pour moi qui ne suis pas ophtalmologiste, il y a même de temps en temps des sujets qui m'ont interpellé. Je n'ai peut-être pas tout compris. Alors nous allons aller dans l'ordre. Je crois que le professeur Duffier a campé la journée. Parce que d'une part, il a mis en évidence que depuis à peu près 70 ans, il y avait une évolution de toutes les technologies dans notre société et que l'ophtalmologie en faisait partie. Moi, j'ai retenu, par exemple, au moment où la santé publique s'est réveillée, on a pris des décisions pour toute la population, qu'on a normalisé le port des lunettes. Et la conséquence, il l'a très bien dit, c'est l'effondrement, enfin, pas tout à fait, mais enfin la grande diminution des troubles, des strabismes graves. Donc ça, c'est quand même une relation entre l'ophtalmologie et la santé publique qui était manifeste. Et il a évoqué à peu près toutes les techniques modernes dont on a parlé toute la journée. Il a également soulevé le problème de la modernité, cette fameuse modernité dont on parle toujours, dans laquelle nous devons bien vivre. Et il a prononcé un premier mot qui est la pollution lumineuse, on va en reparler, et d'autre part, des écrans. Donc il a campé la journée, les deux parties de notre travail aujourd'hui. Alors, Madame Denis nous a fait vraiment un exposé remarquable d'ophtalmologie de l'enfant. Je crois qu'on a vu à peu près toute la pathologie. Pour un pédiatre comme moi qui ne connaît pas toute l'ophtalmologie, j'ai appris beaucoup et on ne peut que la remercier. Car elle a beaucoup insisté, ça c'est le côté pédiatrique qui ressort, sur cette importance du développement. Et on doit le dire sans arrêt. Aujourd'hui, on l'a entendu, mais si vous saviez comme c'est difficile de faire comprendre, je ne dis pas aux médecins d'adultes, mais aux enseignants, aux autorités, même aux parents, à la famille, qu'un enfant se développe, ça veut dire que ses organes ne sont pas du tout terminés. Et je crois que Mme Denis nous a bien fait comprendre l'importance de ce développement. Et il y a plusieurs périodes de développement. Elle a bien insisté sur la maturation extrêmement rapide des toutes premières années, qui fait de l'enfant, sur le plan visuel, un enfant vulnérable. Et en même temps, rend nécessaire de faire un dépistage très précoce, car ça va tellement vite que si on arrive trop tard, on a des lésions qui sont bien entendu irréversibles. Donc la lutte qu'elle nous a fait comprendre contre la cécité, contre la déficience visuelle, c'est la précocité de dépistage de ces lésions souvent congénitales, très très tôt. Elle a dit, par exemple, nous expliquer l'importance du développement fœtal, donc, qui est extrêmement important, et le fait que la prise en charge doit être extrêmement précoce, disons, dans les toutes premières semaines de la vie. Elle a également expliqué, elle a bien expliqué pourquoi, aujourd'hui, il y avait au moins 3 périodes de dépistage, 9 mois, 24 mois, et avec des études très... Et puis ensuite, bien entendu, chez l'enfant plus grand, 6 ans, etc., avec des examens qui sont très simples. Et là, on a entendu, ça m'a beaucoup intéressé, finalement, que c'est la réfraction, cette étude de la réfraction, l'étude du fond d'œil, qui sont nécessaires très précocement. Et là, j'en dirai peut-être un petit mot à la fin, car ce sont des messages apparemment simples, encore faut-il pouvoir les mettre en place. Et on parlera d'un petit peu de santé publique dans la conclusion. Donc, ce problème de la maturation de l'œil, je crois, est très, très important pour prendre des décisions opportunes. Et on a un petit peu peur, par moment, en écoutant Mme Denis, qui est très savante sur ce sujet-là, de passer à côté de ces multiples anomalies. Bon, j'en connaissais quand même beaucoup, je vous rassure, mais tout de même, j'ai découvert l'extraordinaire difficulté et hétérogénéité de ces lésions très précoces. Donc, on la remercie pour cette intervention remarquable. Alors, on entend parler toute la journée d'un mot, c'est dépistage, et deuxième mot,
précocité. Donc pour terminer l'exposé de Mme Morin, et qui va rejoindre les autres, il y a deux périodes importantes, c'est 0-3 ans, ça c'est certain, que là il faut vraiment être très précoce, aller très vite, et ensuite de 3 à 6 ans on a un peu plus de temps, parce que le développement est plus lent, et donc le premier dépistage, c'est un dépistage entre guillemets très ophtalmologique, et de 3 à 6 ans c'est beaucoup plus qualitatif, parce que l'enfant va pouvoir commencer, même à 3 ans, à répondre à des questions, et bien entendu, après 6 ans ou à 6 ans, commencer à lire. On va pouvoir lui faire des tests plus classiques. Alors, Madame Tremble nous a ensuite rappelé le retentissement de toutes ces difficultés des troubles de la vision, sur les difficultés scolaires. Ça, moi, j'ai beaucoup apprécié ce domaine qu'elle a développé sur la lecture et l'importance de penser à un trouble visuel chez un enfant qui a un trouble de la lecture. Effectivement, on n'a pas l'impression que, même que j'étais quand même dans une consultation, un service, j'avais un gros service de pédiatrie avec une très grosse consultation, j'avais bien entendu des orthophonistes, et on avait beaucoup de consultations de dyslexie. Et c'est une excellente chose de penser quand même à faire un examen de la vision, de même qu'on fait un examen, je pense, de l'audition. Ça va de sens. L'audition, oui. Un dyslexique, s'il n'a pas d'examen de l'audition, l'orthophoniste refuse de le voir. La vision, c'est moins évident. Je pense que c'est un excellent message qu'il faut faire passer. Alors j'ai beaucoup apprécié aussi ce domaine, les domaines nouveaux qu'elle a développés devant nous, dont certains sont du domaine de la recherche, bien entendu. Et j'ai découvert avec elle, enfin par elle, que certaines dyslexies sont dues à des anomalies, des saccades oculaires. Et elle nous a vraiment bien montré, comme il était important pour la lecture de gauche à droite, que les saccades soient faites dans un ordre que le dyslexique n'a pas. C'est un exemple, mais il y en a eu d'autres. Elle a également insisté sur les points originaux que j'ai notés, le syndrome d'Irlem et l'utilisation, pour l'améliorer, des filtres colorés. Elle a ouvert un débat, qui est le syndrome de déficit postural, qui est un domaine de recherche. Je n'y reviendrai pas, je crois qu'on a eu une grosse discussion sur ce sujet intéressant, et le professeur Duffier nous a même proposé de venir écouter les auteurs de ce syndrome, entre guillemets, le 18 ou 19 janvier, enfin à la fin du mois de janvier prochain, à la réunion de la Société d'ophtalmologie pédiatrique. Enfin, je termine. Alors, je ne connaissais pas du tout, mais la tâche de Maxwell. La tâche de Maxwell qui peut expliquer par sa symétrie, contrairement à l'asymétrie du sujet normal, certaines dyslexies. Donc, on a quand même, personnellement, je crois qu'on a beaucoup appris dans ces domaines modernes. Nous avons entendu ensuite un sujet tout à fait différent, une présentation de la FISAF, une fédération nationale, et qui est très ancienne, puisqu'elle date de 1925, et qui s'occupe de la scolarisation des enfants atteints d'handicap visuel en général sévère. Donc on remercie Mme Delorière, qui a été très précise, qui nous a donné des chiffres, j'en ai retenu quelques-uns, 1600 personnes accompagnées, 16 000 personnes accompagnées donc par la FISAF, avec 6 000 professionnels et 50 métiers. Et là, nous avons compris qu'il y a des métiers extrêmement précis pour accompagner ces enfants, pour les soigner, bien entendu, soigner leur déficit visuel, mais qu'il était important pour tous ces métiers qu'il y ait une collaboration, d'abord, si j'ai bien compris, entre eux, et d'autre part, sur ces handicaps qui sont souvent sévères, des collaborations très étroites avec les équipes médico-sociales. Bon. J'ai noté quand même que, par exemple, cette année, il y avait 5525 élèves atteints de déficience visuelle. Enfin, c'était pas cette année, c'était 2016. Monsieur Quenzi, ensuite, lui-même a continué toujours dans cette optique, si j'ose dire, l'expérience du centre de Besançon, qui est quand même remarquable parce que là, c'est une expérience vécue, extrêmement vivante, dont on le remercie, nous a montré tous les efforts qui sont faits pour socialiser ces enfants.
pour développer la multisensorialité et bref, pour aboutir à leur plus grande ou meilleure ou complète autonomie. Donc on me remercie, c'est une magnifique prestation. Alors cet après-midi, nous avons réentendu Madame Morin. On la remercie parce que c'était remarquable sur le plan pédagogique. Et on devrait s'en inspirer, je crois, dans d'autres enseignements. Merci Madame Morin. On l'agirait plus vite parce que nous venons donc de vivre ensuite la partie, je dirais, lumière et écran, on l'a intitulé comme ça, et on remercie M. Orceau de tout ce qu'il nous a appris sur le développement de la myopie. Il y avait des choses que nous savions, mais on était quand même extrêmement inquiets, on peut être inquiet, sur ce qui se passe dans les pays développés. Parce qu'on n'a pas parlé des pays non développés. Je ne sais pas s'ils ont moins de myopes, peut-être qu'ils ont moins de myopes. Ayant vécu 5 ans en Afrique, c'est vrai qu'ils ont moins de lumière la nuit, souvent. Bon, ils vont étudier après du réverbère, bon, ou avec une petite lampe, je plaisante à peine, hein, et ils sont quand même à la lumière. Ils ont vraiment beaucoup de lumière. Mais enfin, on ne sait pas ce qui se passe, ils ont moins de myopes. C'est vrai qu'il y a tout de même moins de lunettes, mais enfin, ils sont quand même très avides d'avoir des lunettes. C'est peut-être pour tout de même raison. Par contre, nous, pays développés, alors on a le leader, qui est évidemment l'Asie, le Japon, si j'ai bien compris, avec ses 80% de myopie, c'est affolant. On a compris que c'est peut-être un risque pour nous tous si nous ne prenons garde à respecter un certain nombre de règles qu'il a fort bien exposées et dont on vient de parler entre nous, donc je ne vais pas m'étendre là-dessus. On le remercie également parce qu'il a donc abordé ce problème des écrans qui regardent beaucoup l'Académie, puisqu'ici même, dans ce lieu, au mois d'avril dernier, vous a fait part d'un rapport sur les conseils pour les parents, on l'a appelé comme ça, avis pour les parents sur les écrans, entre nos 3 académies, c'est-à-dire l'Académie des sciences, l'Académie des technologies, l'Académie de médecine. Avec un groupe de travail, nous avons écouté pendant presque 1 an beaucoup de personnes sur tous ces sujets. Et effectivement, il y a des règles simples. On a essayé de ne pas condamner les écrans. Bon. Vraiment, on ne peut pas. On ne peut pas condamner les écrans, car on aura l'air de rétrograde. À l'Académie de médecine, on a l'habitude de ces critiques. Bon. Donc on fait très attention. Et d'autre part, il faut être dans sa société. Donc il faut aider la société, des enfants, là aujourd'hui nous parlons des enfants, à vivre avec ces écrans sans nuire à leur santé. On en est là. Et nous avons bien entendu, on a compris l'année dernière dans notre groupe de travail, qu'il y avait quand même une certaine concurrence entre nous, les soignants, c'est-à-dire tous ceux qui travaillent pour la santé de l'enfant, et là, la santé visuelle aujourd'hui, et quand même l'extraordinaire prolifération technologique qui a quand même quelques substrats commerciaux. Quand même pas, ils ne sont pas là, ce ne sont pas des philanthropes. Bon. Donc la règle des 3, 6, 9, merci, c'est je pense une règle qui est très utile à rappeler aux parents, car c'est les parents là, qui doivent faire. Bon, il y a les enseignants, bien entendu, qui doivent aider, mais enfin, il faut vraiment que les parents se prennent un petit peu par la main pour régler les horaires, les durées de ces écrans, quels qu'ils soient, et en particulier ces écrans modernes dont on a parlé il y a quelques minutes. On a été également très intéressés, je l'ai mis à la fin, par l'importance de la lumière naturelle. Cette lumière naturelle, qui effectivement, une dame le disait tout à l'heure, est certainement plus abondante dans certains pays que dans d'autres. Ayant été pendant quelques mois en Norvège, mais extrêmement haut, j'avais été surpris par la longueur de la nuit, et également l'agitation qui s'exprimait lorsque le jour arrivait, où ces gens ne dorment plus, pratiquement, tellement ils sont avides de lumière naturelle. Et vous avez bien fait de le rappeler, sur ça, de nous expliquer son rôle, ce rôle qui est quand même essentiel, là encore, dans le développement de l'enfant. Alors, est-ce qu'il a une protection? C'est probable, et moi j'ai retenu cette phrase, la lumière du jour protège de la myopie.
M. Villette a finalement continué les propos sur un plan plus technique de M. Ursos. Donc c'était deux communications très jumelles. Et il nous a montré, avec de très bons exemples, tout ce qui allait fatiguer, finalement, que la lumière de ces écrans, tout ce que ça allait entraîner comme fatigue. Alors, il a parlé par l'exemple du danger de la lumière bleue qui arrive chez l'enfant. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de filtre, tout simplement. Bon. Deuxièmement, il a insisté sur la fatigue visuelle et sur le clignement. On n'y pense pas assez souvent, source donc de la diminution du clignement qui est extraordinaire est source de sécheresse oculaire et de fatigue visuelle. Et la myopie, bien entendu, qui est favorisée. Donc ça, c'était la première partie de son exposé. Et d'autre part, il a abordé les rythmes biologiques. Alors nous sommes également très intéressés à l'Académie par les rythmes biologiques, et en particulier le rythme de la mélatonine, car un d'entre nous, M. Twitou, est un expert de la mélatonine sur laquelle il a énormément travaillé toute sa vie, beaucoup publié, et il nous a bien exposé que ces éclairages intempestifs nocturnes arrêtent complètement le cycle circadien de la mélatonine. Donc, lumière plus de mélatonine, obscurité mélatonine, et donc, en particulier chez nos adolescents, c'est extrêmement préjudiciable probablement et à leur sommeil, et probablement que c'est source de troubles non seulement scolaires, de réussite scolaire, mais également des troubles du comportement, dont on a vu quelques exemples tout à l'heure sur certaines diapositives. Donc là, nous sommes presque à la fin, je vous rassure, mais on ne peut pas quand même s'empêcher de complimenter et de dire à Mme Lebeau qu'elle a très bien présenté ces deux vidéos, et de complimenter ceux qui ont travaillé. Moi, j'ai été très ému par ces deux vidéos, comme vous tous, je pense. Peut-être en particulier par la première, parce que les enfants sont très étalés en âge. Bon, il y a tous les âges. Donc c'est une vidéo qui est très hétérogène. Et il faut quand même rendre hommage à leurs enseignants, grâce auxquels ces vidéos ont été faites. Il ne faut pas se cacher du rôle des enseignants dans ces deux réalisations. Alors je terminerai avec un petit mot de santé publique. Toute la journée, je vous ai dit, on a entendu dépistage, précocité, technicité, finalement relativement simple. Comme vous l'a dit le Perpétuel ce matin, notre rôle, c'est dans nos statuts, c'est d'éclairer le gouvernement sur tout problème de santé publique. C'est comme ça depuis 1820. C'est écrit comme ça sous Louis XVIII. C'est pas mal. C'est pas mal d'avoir écrit ça en 1820 et d'avoir accepté de l'écrire et de le signer. Alors ça continue. Alors tout ce qu'on a entendu aujourd'hui, c'est quand même très rassurant. D'abord, parce qu'il y a des âges. Donc maintenant, on sait que c'est à 3 ans. Il faut quand même avoir fait vraiment un examen ophtalmologique pour l'école, et que si on ne l'a pas fait, c'est quand même 6 ans qui permettra de rattraper les choses. Mais, et on s'en est aperçu en travaillant sur la médecine scolaire il y a 1 an et demi, est-ce que ces mesures sont applicables et surtout appliquées à la totalité du territoire? Alors je suis un petit peu sévère quand je dis ça, mais c'est mon rôle, c'est notre rôle. Car tout ce qui a été dit est remarquable. Maintenant, il faut savoir, avec les autorités, si, 1, on le fait, 2, si on a les moyens, et 3, si les autorités sont au courant des conséquences que nous a bien expliqué Mme Morin ce matin, et que nous ont expliqué les autres orateurs, d'un retard au dépistage, de l'aggravation de la déficience visuelle, de la non-possibilité de réparation si on arrive trop tard. Or, je vous donne un chiffre que vous connaissez tous et toutes, bien entendu, mais sur lequel j'insiste beaucoup, et quand on a fait notre rapport sur le système scolaire, on a mis ça dans les oreilles de nos ministres, 12 millions d'élèves, 3 millions en précarité. Donc c'est là-dessus, je ne veux pas être, comment dirais-je, triste, mais tout ce qui a été dit sur le dépistage et sur les risques actuels des technologies modernes de portables et autres, comment les faire appliquer? Pouvons-nous les faire appliquer?
est-ce que ce soir, la recommandation, c'est que les choses soient mises en œuvre pour que tous nos enfants soient en égalité devant les avantages des progrès qui ont été réalisés en ophtalmologie infantile. Je vous remercie.